Pour cette dernière présentation de l'année et qui nous fait vraiment particulièrement plaisir de terminer l'année de cette manière avec je suis Charlie, non pas du verbe être mais du verbe suivre, sinon je ne pense pas qu'on aurait fait vraiment la même invitation. Donc un livre que je vous recommande vivement, qui est excellent, qui est aussi au moment des fêtes un beau cadeau à faire. On va tenter donc c'est un ouvrage collectif comme vous l'avez vu, avec une douzaine à peu près d'auteurs, c'est ça? Et on en a 4 avec nous ce soir pour présenter leur livre et répondre à nos questions. Donc je vais leur passer le micro pour qu'ils se présentent tout seuls comme des grands, qu'ils disent quelques mots sur qui ils sont, pourquoi ils ont eu envie de faire ça, et je pense que dans le contexte actuel, puisqu'ils l'ont fait juste après les attentats Charlie, et je pense avant de savoir qu'il y aurait de nouveaux attentats à Paris, est-ce que ce livre qui moi me semble encore plus, bien entendu, d'actualité, est-ce qu'ils pensent également que, en fait, il n'y a pas un mot à changer à ce qu'ils ont écrit, ou bon, comment ils voient les choses également à ce niveau-là. Donc, je suis Charlie, ainsi suis-il, donc du verbe suivre, avec je ne lis pas la série des auteurs, mais qui d'entre vous veut commencer à prendre la parole pour dire pourquoi vous avez envie de faire un peu un livre à contre-courant sur ce sujet. Alain ? Merci, je vais vraiment dire quelques mots, quelques points brefs. Je ne pense pas que l'occasion se prête à de longs développements, de longues dissertations. Ce que vous voulez, je suppose, c'est avant tout discuter, même si je suppose également vous n'avez pas eu oui d'accord, vous n'avez pas eu l'occasion encore de lire le livre. On va donc dans nos différentes interventions, je pense, vous donner une idée sommaire des grandes lignes du contenu du bouquin, enfin j'espère suffisamment pour vous permettre de vous orienter et vous donner envie de discuter. La première chose que je voudrais dire, c'est à propos de l'édition du livre. Vous voyez, ce livre est paru sous cette forme, il n'est pas, la couverture n'est pas mal, je trouve, mais il présente un inconvénient majeur ou mineur, qui est qu'il a dû être publié chez l'Harmattan. Être publié chez l'Harmattan, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau pour différentes raisons. Pourquoi? Parce que les libraires sont généralement extrêmement rétifs à prendre les bouquins de l'Harmattan, parce que l'Harmattan, c'est pas un éditeur, c'est une usine à livres, et donc ça encombre les rayons des éditeurs ne les prennent pas. Et d'autre part, les journalistes ne parlent pas des livres qui sont publiés chez l'Harmattan, ce qui fait deux grosses difficultés donc ça pénalise évidemment ceux qui publient généralement chez l'Harmattan parce qu'ils ne trouvent pas d'autres éditeurs. Bon, pourquoi est-ce qu'il est publié chez l'Harmattan? Eh bien parce qu'en France, évidemment, il n'y a pas de censure, mais l'article premier de la censure, c'est qu'il n'y a pas de censure, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que nous avions un engagement de la part d'un éditeur que je ne veux pas signaler par son nom, parce que par ailleurs il est méritant, voilà. Mais qui est un éditeur très engagé sur des causes radicales, mais qui néanmoins, dès qu'il a eu entre les mains les premiers textes, s'est désisté. Et de façon absolument péremptoire, en disant non, ça, on ne peut pas publier.
pour des raisons de conviction et pour sans doute aussi des raisons commerciales, puisque ce genre de matériaux explosifs était de nature à mettre en danger une petite structure éditoriale. Donc on a dû se rabattre sur l'armatan, c'est-à-dire les catacombes. En termes d'édition, les catacombes. Voilà, donc on est d'autant plus ravis, d'autant plus contents d'être ici, ensemble, et d'être accueillis à la librairie Résistance, malgré ce handicap. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une des incitations, en tout cas pour ce qui me concerne, à avoir tenté de monter ce collectif, c'est qu'on va se présenter de façon récurrente dans la conjoncture aussi bien française que généralement internationale, des moments comme ça qui sont des moments qui sont stridents, où il y a de l'événement associé d'une façon ou d'une autre au nom de la terreur, et qui sont des moments où se produisent des attroupements, qui sont des attroupements idéologiques, avant tout, dont la caractéristique première est que s'y produit une tétanie de la pensée collective. Et dans ces moments-là, les moments terroristes, on va désigner comme moment terroriste étant par excellence ce type de configuration, du moment où se présente ce type de configuration, ce qui caractérise en premier lieu la situation qui se met en place d'une façon plus ou moins durable, c'est qu'il n'y a plus d'espace public. L'espace public disparaît au profit de ce qu'on peut appeler un bouclage du territoire idéologique, ou bien, toujours en termes policiers ou militaires, une sécurisation du territoire idéologique par les forces conjuguées, donc du pouvoir politique, des gouvernants et des élites médiatiques, des drones intellectuels, c'est-à-dire des intellectuels en uniforme, etc., etc. Et ce qui est absolument terrifiant, c'est que sans que, évidemment, de manière explicite, les conditions démocratiques soient suspendues, puisqu'en principe tout continue comme à l'ordinaire, on entre dans un temps où il n'y a plus qu'une seule orientation, qu'une seule direction de parole, et où, littéralement, le peuple est convié à penser en troupeau. Et ça, je trouve que c'est des moments absolument terrifiants dans un pays comme le nôtre. Et donc, je trouve qu'il y a une responsabilité de la part de ceux qui, dans le champ intellectuel, et qui sont évidemment extraordinairement minoritaires, d'essayer de maintenir les conditions d'une pluralité naturellement, mais davantage qu'une pluralité, de la capacité de maintenir la figure du conflit dans le débat, de maintenir mordicus et éventuellement à notre corps défendant l'idée que dans ces situations mêmes, il y a toujours matière à penser autrement, et il y a une sorte d'obligation de faire apparaître le contre-champ par rapport à ce qui s'impose comme on le dit, le discours unique, le discours correct du moment. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je crois, autour duquel ce livre se fédère, mais je pense que là-dessus, Olivier a plus de lumière que moi, en tant qu'il est un spécialiste de l'histoire coloniale française, entre autres choses, c'est qu'on est dans un pays où, dans des occasions comme celle-là, c'est-à-dire les deux vagues d'attentats qu'on a eues, en janvier et en novembre, on voit apparaître en pleine lumière un phénomène qui se manifeste avec évidemment dans toute la continuité de l'histoire contemporaine de la France, mais avec une intensité particulière dans ces moments-là, et qui est le déni de l'histoire coloniale, le déni de la violence coloniale. C'est-à-dire, vous voyez dans ces moments-là un acharnement des élites médiatiques et des élites politiques
à dire ça n'a rien à voir. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec les généalogies coloniales de notre pays. Ça a entièrement à voir avec une certaine barbarie de ces autres-là, disons ces aliens, c'est des aliens, la barbarie de ces aliens, et ce sur quoi nous devons entièrement nous focaliser. Et pour le reste, les pages sont tournées, c'est des vieilles histoires, c'est sans rapport, vous êtes des paranoïaques, vous entretenez un sentiment de culpabilité morbide par rapport à des choses qui sont des vieilles lunes. Donc cette volonté de fait de désarticuler le présent par rapport au passé, c'est un élément fondamental de la construction des discours et de l'aveuglement explicitement, volontairement, délibérément produit autour de ces instantanés, ces arrêts sur image, sur l'événement terrible, horrible, traumatisant, etc., etc., totalement déconnectés, évidemment, des éléments généalogiques sans lesquels on ne comprend rien à la situation postcoloniale dans laquelle, dans un pays comme la France, se produisent des attentats comme ceux de janvier et plus récemment ceux du 13 novembre. Le dernier point, c'est la question de ce que j'appelais tout à l'heure le contre-champ. Je pense que, d'une façon générale, dans ce pays-là, notre pays, ici en France, on a perdu l'intuition du contre-champ. Pour comprendre les événements comme ce qui s'est passé en janvier ou ce qui s'est encore passé récemment. C'est-à-dire que si on tend à devenir quelque chose comme le peuple du rejet, je crois que c'est ce qu'on est en train de devenir aujourd'hui, le contexte électoral jette un éclairage suffisant là-dessus, c'est précisément parce qu'on a perdu cette intuition du fait qu'il y a des autres, dans des situations qui sont conflictuelles, des conflits dans lesquels nous sommes, bon gré mal gré, engagés de par les positions et les décisions que prennent nos gouvernants, qui évidemment nous engagent à notre corps défendant. Nous sommes embarqués, donc de ce point de vue-là, dans une histoire qui est striée, qui est parcourue par des conflits, qui sont des conflits, y compris guerriers, naturellement, et que qui dit conflit de ce type-là, conflit guerrier, suppose qu'il y a une partie adverse, et que cette partie adverse, elle a une vue, elle a une position, elle a une place dans un champ d'adversité qui est évidemment une toute autre position, mais qui est une position. Qui est une position. Et la disparition de cette intuition élémentaire qu'on est dans un champ de conflit dans lequel il y a une multitude de positions, ou bien dans l'affrontement la France militaire et Daesh, donc un conflit à deux, qu'il y a bel et bien des ennemis qui s'affrontent, et que donc on est dans un champ d'interaction, et pas simplement dans un champ où on va exporter la démocratie à coups de bombe et où il n'y aurait rien en face, que de la barbarie anomique, innommable, abjecte, etc., etc. La disparition de cette idée du champ, bon, que pour qu'il y ait de la guerre, tout simplement, il faut qu'il y ait des ennemis en présence. Et donc, pour des gens qui ont des statuts différents, on est dans un conflit asymétrique, mais des gens qui ont des positions et des statuts différents, c'est ça qui est le poison dans lequel nous sommes tombés maintenant et qui crée cette espèce de réaction totalement autarcique qui fait comment? Mais comment ces gens-là osent-ils s'en prendre à nous? Position, discours, indignation, moment de sidération fondé simplement sur le fait qu'on a oublié que nous on fait des choses, ou plutôt se font des choses qui s'effectuent en notre nom. Voilà. Et ces choses sont violentes, ces choses portent un nom, une tentative d'éradication, comme c'est revendiqué par M. Le Drian, et les autres. Voilà. Donc rétablir le contre-champ, ça c'est une chose qui est fondamentale, c'est ce qu'on a essayé de faire
avec ce bouquin. C'est ce qu'on essaye de faire aussi à l'occasion des développements plus récents, tout aussi désastreux que ceux de janvier. Mais ça me paraît une condition élémentaire pour qu'il y ait de la pensée qui puisse s'articuler sur ce qui, par ailleurs, évidemment, suscite tous ces éléments que l'on dit traumatiques aujourd'hui. Voilà. Je te passe la parole. Alors, juste un petit mot. Alain Brossat ne s'était pas présenté parce que, bon, peut-être que vous le connaissez peut-être, mais pas physiquement. Donc Alain Brossat, qui est philosophe. Si ceux qui veulent bien prendre la parole maintenant peuvent dire en introduction qui ils sont et comment ils ont envie de se présenter, ça serait bien. Marie-Dominique, c'est ça maintenant? Marie-Dominique Garnier, Paris 8, j'enseigne maintenant au département d'études de genre. Il faut parler beaucoup. Je parle beaucoup plus près. Voilà. Donc, département d'études de genre, je ne suis pas en philo. Avant, j'étais en littérature et donc je glisse entre plusieurs départements. Et là, c'est encore l'occasion d'un glissement. Merci Alain pour ce projet. Donc j'ai appelé, quand j'ai écrit ça, donc effectivement janvier, même sentiment de paralysie, de modification de la pensée, de ne plus pouvoir parler, penser, couvercle de plomb sur la tête. Et donc la littérature n'était pas loin, mais bon, la littérature, qu'a-t-elle à répondre? En tout cas, un mot est venu, j'ai commencé à jouer avec un mot qui est là-dedans, qui a une espèce d'éclatement. J'ai voulu parler de ce que j'ai appelé la démocratie. Enfin, j'ai fait exploser les mots de démocratie. Pour une démocratie, il y a des mots. D'encratie, on entend quelque chose qui n'est pas loin d'un sacré à l'envers. Ça sent un peu la crasse. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas très net dans ce mot-là. Et j'ai voulu faire éclater phoniquement, phonétiquement, pour essayer de voir ce qui pouvait en sortir. C'est surtout par rapport à la langue et à l'impossibilité de parler donc, que j'ai réagi. Et j'ai recherché quelque chose du côté du bégaiement. À partir de... Et donc j'ai essayé d'attraper un certain nombre de mots qui restaient coincés. Par exemple, liberté d'expression, pour moi, c'est quelque chose qui est une chose et son contraire. On ne peut pas... Ça sent l'hégélianisme à plein nez avec le sentiment que quelque chose va sortir d'un sujet, d'un individu avec une intériorité. Et donc pour moi, ces deux mots-là sont contradictoires et ne veulent rien dire. Dans laïcité, j'entendais quelque chose comme une histoire de cité et de haine anti-cité, enfin tous ces mots qui étaient imbuvables et qui empoisonnent, comme l'a dit tout à l'heure Alain, la langue. Il y a du poison, comment on fait? Je suis allée écouter du côté de ce que j'appelle, en lisant Sixou, ce qu'elle appelle la langue Algérie. Elle entend là-dedans un rire, parce qu'on rit beaucoup en lisant Sixou, et aussi une algésie, ça fait mal. Il y a des douleurs dans son histoire. Et elle a fabriqué un mot au moment dans un texte qui s'appelle C'était l'Algérie, un texte d'entretien, où elle parle de la France, mais ça s'écrit L''A2F. Et donc, on est pas mal dans ces affres-là maintenant. Et du coup, j'ai essayé de mettre le point sur les mots qui faisaient mal. Par exemple, on parle beaucoup de vivre ensemble. Ça paraît être un mot qui empêche de penser et de parler. Qu'est-ce que c'est que les vivre ensemble? Quand on entend dans le métro attentif ensemble, enfin toute cette langue hyper sécuritaire qui pollue la pensée de l'ensemble, comme les grands ensembles l'ont fait jadis, où justement il n'y a pas grand-chose qui se passe ensemble. Il y a tout un tas de mots comme ça. J'essaie d'en trouver d'autres. Je ne sais plus de quoi j'ai parlé. En tout cas, il faudrait idéalement se déporter du côté d'une autre langue. La littérature offre des solutions, mais bon, si on s'enferme dans une tour, pas non plus. Donc il y a beaucoup de questions, et la question effectivement c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être arrêter là-dessus. Donc moi je suis Olivier de Courant-Maison, je suis enseignant en sciences politiques et en philosophie politique. Je me suis associé à l'ouvrage Je suis Charles, ainsi soit-il, pour des raisons évidemment liées à un sentiment que nous partageons sans doute tous. Et je voudrais commencer par faire une citation que j'aime beaucoup, qui résume assez bien, je crois, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le nous désignant là ceux qui
par profession, par goût, par inclination, enfin quel que soit leur statut, essaient de penser dans une période qui s'avère être, sur le plan politique et intellectuel, de plus en plus grossière. De plus en plus grossière sur le plan politique parce qu'elle est de plus en plus sur le plan intellectuel réciproquement. Et il est tout à fait singulier d'entendre certains aujourd'hui pérorer sur le choc des résultats des élections régionales alors qu'ils ont, par leur propre péroraison antérieure, passablement contribué à paver la voie à ce qui arrive. Et ils s'étonnent effectivement, après avoir craché, multiplié les grands mots valises et les gros mots, islam, jeunes des banlieues, jeunes issus de l'immigration, enfin bref, on peut multiplier les exemples, et ils s'étonnent effectivement de ce qui arrive aujourd'hui. C'est une citation de Klaus Mann, écrivain allemand, fils de Thomas, ce qui devait être un peu lourd à porter. Mais c'est pas simplement ce qui était lourd à porter, c'est que ce qui était encore plus lourd à porter, c'est effectivement ce qui s'est passé en Allemagne avant et après 1933. Je ne fais aucune comparaison avec la situation actuelle, c'est même pas une antiphrase ou une forme d'ironie. C'était évidemment beaucoup plus lourd à porter et Klaus Mann donc quitte l'Allemagne et décide de ne plus écrire en allemand. Mais de continuer à écrire néanmoins, pour essayer de penser ce qui venait d'avoir lieu, parce que justement, la situation est celle-ci, c'est que nous sommes à la fois sommés par certains d'écrire et de penser, il vaut mieux le faire d'ailleurs avant d'écrire, c'est préférable, et en même temps nous sommes aussi poussés par nous-mêmes à écrire alors même que l'événement, je parle évidemment de ceux de janvier 2015, de ceux du 13 novembre, c'est pas seulement ces événements-là, les événements factuels qui ont lieu ces jours-là, c'est l'événement au sens pluriel des termes, c'est quelles sont les conséquences politiques, sociales, intellectuelles de ce qui s'est passé. Or, les conséquences, nous en commençons à en mesurer certaines, les régionales, mais évidemment, l'onde de choc, elle ne va pas s'arrêter au régional, et les régionales vont elles-mêmes provoquer une onde de choc. Bref, donc toute cette situation est extraordinairement labile, singulièrement mouvante, mais singulièrement mouvante et labile dans un sens qui n'est pas exactement celui que nous aurions souhaité. Et si l'histoire nous mord la nuque, elle nous la mord plutôt du côté droit, et même plutôt du côté de l'extrême droite. Bref, ceci pour citer enfin Klaus Mann, qui écrivait ceci. Notre plume est une arme bien faible et on ne manque pas de nous le faire cruellement sentir. Mais il est de notre devoir d'en faire usage. Nous sommes peut-être impuissants car notre époque déroule son terrible ordre du jour, sans tenir compte de notre colère et de nos plaintes. On pourra donc plus tard nous reprocher d'avoir été impuissants, mais pas de nous être déshonorés. Et j'ai en ce qui me concerne le sentiment d'être très exactement dans cette situation, même si je ne fais encore une fois pas de parallèle avec la situation de 1933, c'est-à-dire d'être individuellement et collectivement relativement impuissant en raison des très faibles forces politiques qui, à la gauche de la gauche, sont encore capables et de penser et d'essayer de tracer un vague cap dans cette météorologie politique passablement tourmentée. Et en même temps, inciter évidemment à ne pas se contenter de cette rumination individuelle et éventuellement collective, mais d'essayer donc de penser ce qui est en train d'advenir, sans être complètement advenu, ce qui est un exercice difficile, et en même temps d'essayer de répondre aussi à la question qui a été posée, que faire? Ça fait beaucoup de paramètres à tenter de maîtriser, dans la mesure où pour véritablement penser cet événement, il faudrait que l'événement soit en partie derrière nous, ce qui n'est évidemment pas le cas. Deuxièmement, la pensée et la réflexion demandent du temps, et donc ça suppose aussi de se mettre d'une certaine façon un peu à l'écart d'un terrible bruit médiatique. Et donc, assurément, l'exercice n'est pas particulièrement facile. Qu'est-ce que j'aurais à ajouter à ce que j'avais écrit en janvier 2015 ? Un codicile, dans la mesure où ce qui s'est révélé
En janvier 2013, ce qu'il était convenu d'appeler l'esprit de Charlie, les teneurs de cet esprit de Charlie, les tendances à l'œuvre en janvier 2013 ont été, à mon avis, très brutalement révélées par les événements très brutaux du 13 novembre. Ce qui se révèle, c'est pas l'esprit de Charlie sous sa forme éventuellement entre guillemets festive et délicate et parfois éventuellement presque sympathique. Quand bien même cela pour la forme du rappel du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, qui est passablement usé, et parce qu'il a été terriblement mésusé. Ce qui se révèle, c'est effectivement le triomphe là d'un terrible esprit de police, qui n'est plus simplement, qui ne relève plus simplement des discours, et des discours tenus par certains à droite, voire à l'extrême droite, qui est un discours qui désormais affecte le triumvirat qui dirige la France et qui a pris à son compte non pas seulement les formules les plus convenues de cet esprit de police, mais les pratiques qui vont avec. Ce triumvirat, c'est évidemment François Hollande, son Premier ministre, qui est en fait son directeur de cabinet, et Bernard Cazeneuve, qui doit être le second directeur de cabinet. Je pense à ça parce qu'il se trouve que j'ai relu il y a peu. La lecture en est à la fois roborative et terrible. Pour ceux qui sont au pouvoir, le coup d'État permanent de François Mitterrand, qui est une analyse impitoyable de la Ve République et dont un certain nombre de fulgurances, parfois d'excès aussi, sont hélas parfaitement corroborées, mais pas par ses ennemis, mais par ceux qui se prétendent être ses amis, ou qui l'auraient peut-être tenu pour ses amis, enfin peu importe, on ne va pas faire parler celui-là. Donc un esprit de police qui triomphe évidemment par le vote de la loi sur l'état d'urgence. Alors effectivement, d'un côté, on est sommé de ne pas rappeler le passé colonial de la France parce qu'il est désormais pensé, soit parce qu'il est pensé sans rapport avec les événements, soit parce que lorsqu'on fait rappel de celui-là, on est accusé de vouloir expliquer les événements et donc de vouloir justifier les auteurs de ceux qui ont perpétré les attentats. Alors au départ, c'était un jeu prétendument rhétorique subtil qui était, disons, monopolisé d'une part par le Front National, après par Philippe Court et quelques autres, qui jouaient du caractère polysémique de l'explication, de la compréhension, comme si comprendre un événement était forcément le justifier, comme si la compréhension n'était pas au contraire le préalable et le nécessaire à un jugement bien porté sur la chose. Non, ils assimilent compréhension et justification. Et désormais, évidemment, Manuel Valls, qui découvre les beautés de l'âme, je cite, française, découvre également aussi que chercher à comprendre ce qui s'est passé, la séquence ouverte par janvier 2015 et continuée par le 13 novembre, et chercher à comprendre cela, c'est forcément trouver des justifications louables à ceux et à celles qui ont été impliqués dans ces actes. Et les mêmes reprennent des dispositions juridiques d'exception, donc la loi de 1957 sur l'état d'urgence, qui n'a pas besoin d'être un historien du droit particulièrement féru, subtil et avisé pour comprendre que cette loi de 1955 a effectivement été votée en pleine guerre d'Algérie, que c'était le contexte exceptionnel qui à l'époque a justifié l'adoption de cette disposition exceptionnelle, et que par un processus d'extension, banalisation très connu des dispositions d'exception, cette loi s'est ensuite appliquée dans des contextes qui n'avaient strictement plus rien à voir avec le contexte initial qui l'avait légitimé. Et le premier à avoir appliqué dans un contexte radicalement différent la loi de 1955, c'est un Premier ministre qui parfois a l'honneur des réseaux sociaux pour avoir pris et prendre parfois encore des positions prétendument courageuses. Rappelez que celui-là est le vaillant sémillant et très distingué de Luc de Villepin, qui pour la première fois a appliqué la loi de 1955 lors des émeutes de novembre 2005. Autrement dit, a appliqué une loi, effectivement, un dispositif d'exception coloniale à des populations dont une partie sont issues des anciennes colonies et dont évidemment une grande partie aussi a à voir avec ce passé colonial et ce passé militaire, tortionnaire,
etc., etc. Alors, avoir, pas forcément d'un point de vue très lointain, parce que ça peut aussi avoir des implications plus concrètes dans le roman familial d'un certain nombre de ceux qui vivent dans les banlieues et plus précisément dans les quartiers populaires. Et le processus d'extension de la banalisation qui poursuit inlassablement désormais sa route, puisque, évidemment, les attentats du vendredi 13 novembre, avant même d'ailleurs, semble-t-il, que l'affaire du Bataclan soit complètement connue, visiblement le triumvirat réuni à l'Élysée avait décidé d'ores et déjà l'application de l'état d'urgence. Et au-delà de cela, puisque là le virage à droite est magistral, c'est la préparation d'un certain nombre de dispositions d'exception qui sont absolument sans précédent dans le passé politico-juridique français, quand bien même elles s'inspirent parfois des dispositions coloniales, puisque le gouvernement vient de soumettre au Conseil d'État la possibilité d'interner pour une durée indéterminée des hommes et des femmes dont le seul tort serait d'être classés S, considérés comme dangereux, alors même qu'ils n'ont commis aucun acte contraire aux dispositions établies, c'est-à-dire ni délit ni crime, et qu'ils seraient donc internés, non pas sur la base de ce qu'ils ont fait, mais sur une estimation policière de leur supposée dangerosité. Ce qui est une reprise d'une disposition votée sous Nicolas Sarkozy, que François Hollande avait s'était engagé à abroger, ce qui n'a évidemment pas été fait. Ça n'a pas été fait avec la grâce et le soutien également de celle qui n'est plus qu'une caution dérisoire et sinistre de ce gouvernement, mais qui continue d'avoir parfois à gauche une certaine loi. Je pense à Christiane Taubira, et cette loi, c'est la loi de rétention de sûreté qui permet, alors même que quelqu'un a purgé une peine privative de liberté, de maintenir celui-ci sous la forme d'un internement, au motif qu'il présente une dangerosité avérée. Or, il s'agit là de poursuivre dans ce sens-là, mais non pas vis-à-vis d'hommes et de femmes qui auraient déjà commis un crime, mais d'hommes et de femmes qui n'auraient jamais été condamnés par la justice française. Et voilà quels sont les types de projets grandioses qui sont en cours d'examen par le Conseil d'État pour prétendument sauver la République. Donc, processus d'extension de banalisation remarquable donc, de ces dispositions d'exception. C'est déjà là, me semble-t-il, la réponse que faire. Il y a là, à mon avis, un impératif absolu, immédiat, qui est de résister et de dire non, cela nous n'en voulons sous aucun prix, dans aucune circonstance, nous n'en voulons pas et nous braverons les états d'urgence, les interdictions de manifester pour dire que cela nous n'en voulons pas. C'est déjà, à mon avis, un premier signe, une première réaction à avoir et une première mobilisation possible et à mes yeux impérative et nécessaire. Voilà. Je m'en tiendrai là. Moi, c'est Cédric Cagna. Moi, je me suis intéressé à la notion, au syntagme l'union nationale ou unité nationale. C'est une expression qui a été mise en avant à la fois par les politiques au lendemain de l'attentat du 7 janvier et par les médias. Donc il se trouve qu'avant cet attentat, j'étais en train de travailler sur une notion philosophique qui est le concept de l'un, le fantasme de l'un. Et il se trouve que donc j'ai immédiatement fait le lien entre cette étude sur ce concept qui est un concept métaphysique qui a des origines très anciennes dans la pensée occidentale, et cette promotion de l'unité, de l'union nationale qui était mise en avant dans la prolifération des discours. Et donc moi mon texte, c'est un texte que j'ai bricolé, en fait c'est pas vraiment un texte écrit, il a été bricolé presque 2-3 jours après le 11 janvier, notamment la grande messe populaire
qui s'est déroulé donc, sur la place publique un petit peu partout en France. Et donc j'ai bricolé ce texte à partir de deux matériaux, donc des fragments de cette recherche que j'opérais sur ce concept métaphysique, le concept de l'un, et le recueil dans cette prolifération de discours, le recueil d'énoncés qui circulaient dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est ce qui m'a paru intéressant, c'est de montrer comment cette promotion de l'unité nationale, l'union nationale, n'était qu'un des avatars en fait de l'ordinaire des jours de la disparition du politique qui marque le démocratisme ou les démocraties occidentales. Pour moi, l'hypothèse de départ, ce n'est pas que... je dirais pas que, comme Alain Brossat, que ce traumatisme des attentats induit une disparition de l'espace public. Pour ma part, je pense que l'espace public avait disparu bien avant ces attentats. Dans ces discours, ce que j'ai voulu faire apparaître, c'est la manière dont la disparition du politique dans les démocraties occidentales, finalement, pouvait s'exprimer là de manière à l'état pur, en quelque sorte. Il n'y avait plus ce paravent du pluralisme derrière lequel se dissimulent les démocraties occidentales, les débats, les échanges d'idées, l'opposition des points de vue, etc. Tout ça, pour moi, ce ne sont que des effets de surface. Et ce que montraient ces discours, c'est justement cette disparition du politique, cette disparition de la division sans laquelle il n'y a pas d'espace public, de vie politique, était finalement énoncée sans plus aucune dissimulation. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que j'ai fait une sorte de collage, d'une suite de discours que j'ai fait se télescoper et que j'ai alterné avec des éléments plus historiques, plus généalogiques quant à cette emprise du fantasme de l'unité qui traverse toute l'histoire de l'Occident. Voilà. Donc, je pense qu'on peut... Alors, avant qu'on vous passe la parole, il y a quand même un aspect que vous abordez beaucoup dans votre livre et que vous n'avez pas du tout évoqué là maintenant, c'est Je suis Charlie. Vous avez quand même une critique virulente de Charlie et des dessins de Charlie. Je pense notamment au chapitre d'Alain Brossat, qui est un chapitre où il nous explique que ce n'est pas de la satire, qu'on est en gros dans la pornographie anti-musulman. Est-ce que, avant qu'on enchaîne sur les questions, Alain, tu pourrais dire quelques mots sur cet aspect aussi pourquoi vous n'êtes pas Charlie et de ce que vous pensez de ceux qui ont exprimé le fait que mais oui c'est formidable, c'est donc la liberté d'expression, c'est l'humour, c'est la satire, c'est typiquement français. Comment peut-on ne pas aimer en gros et ne pas apprécier les caricatures de Charlie? Oui, bien sûr, je vais pas mentionner parce que ça va tellement de soi pour moi, mais oui, bien sûr. Je pense qu'évidemment, il y a un détournement, une captation d'héritage dans cette affaire-là, qui est une escroquerie idéologique absolument extraordinaire, c'est-à-dire
on capte, Charlie capte, et tous ceux qui se sont ralliés à Charlie et qui sont devenus les turiféraires de Charlie dans cette affaire-là, capte la supposée grande tradition de la satire, en faisant évidemment l'économie du fait que la grande tradition de la satire, c'est la satire des puissants. Et c'est une satire qui vient d'en bas, c'est une satire qui, chez Daumier et tant d'autres, se situe dans l'œil du peuple qui regarde les travers des puissants et qui les moque. Mais enfin, on pourrait mentionner bien d'autres références illustres et augustes que Daumier et les autres. Et là, ce que l'on va prétendre inscrire dans cette grande tradition en rajoutant sans fin, c'est-à-dire en nous disant mais tout ça c'est les Lumières, n'oubliez pas que tout ça c'est l'héritage des Lumières, en liant à ça le nom de Voltaire, tout ce que vous voulez, bon, de façon à créer évidemment un effet de légitimité irrécusable avec des noms et des mots puissants. Tout ça consiste au fond à nommer, donc, du côté de cette tradition illustre, une toute autre pratique qui, dans la langue oubliée du XIXe siècle, porte un nom. Et ce nom, dans la langue oubliée du XIXe siècle, parce que le mot a pris un autre sens aujourd'hui, c'est la blague. Dans la langue du XIXe siècle, dans une certaine langue, je veux dire, courante, partagée du XIXe siècle, la blague, par exemple, autour de Baudelaire, Proudhon, etc., la blague consiste en quoi? Ça consiste à proférer une énormité dans laquelle on se moque d'un objet social ou autre qui est déjà un peu suspect, excentré, stigmatisé. Donc l'exemple même de la blague, c'est l'énoncé de Baudelaire qui dit « belle conspiration à organiser pour exterminer la race juive ». D'accord? C'est ça la blague. Et cette tradition, on le sait bien, elle se poursuit de façon plus ou moins visible ou souterraine dans l'histoire politico-intellectuelle en France, à travers des relais notoires, comme toute cette extrême droite antisémite du tournant du siècle. Un grand spécialiste de la blague dans ce sens-là, c'est Léon Daudet, fils d'Alphonse, qui est une très belle plume, qui est un très beau pamphlétaire, mais qui est simplement un petit travers d'être obsédé par ces fièvres antisémites. Donc il fait beaucoup de blagues sur les juifs et le reste, la plutocratie, les trucs, les machins, contre la démocratie aussi, bien sûr. Et le roi de la blague, dans ce sens-là, c'est Céline. C'est le Céline des pamphlets, des deux pamphlets antisémites, Bagatelle pour un massacre et les beaux draps. Ça, c'est le summum de la blague. Et d'ailleurs, c'est tellement pervers que, effectivement, quand vous avez ça entre les mains, c'est vraiment difficile, parce que parfois, effectivement, vous ne pouvez pas vous empêcher de rigoler tellement c'est bien tourné. Alors, quel est le principe de la blague? C'est de produire des énoncés indéfendables sur un objet qui n'a pas, toujours un sujet, peu importe, qui n'a pas les moyens de se défendre par lui-même. Les Juifs dans les années 30, les Arabes aujourd'hui. Et de dire, bon, c'est drôle, non? Ah bah, si vous rigolez pas, c'est que vous n'avez vraiment pas le sens de l'humour. Franchement, vous êtes des petits points. Ah, ça va pas du tout. Si on n'a plus le droit de rigoler, on est quand même un peuple humoristique. On est quand même le peuple de l'esprit depuis Voltaire, n'est-ce pas? Donc, soit vous riez et vous êtes embarqué dans le vice et la perversité de celui qui profère la blague, soit vous ne riez pas et vous êtes dans le parti des sérieux, des cons, etc. Et des pas intégrés. Comment? Et des pas intégrés. Et des pas marrants, et des pas intégrés, voilà. C'est ça. Donc, tout le jeu autour de Charlie, c'est le jeu qui consiste tout simplement à réinscrire, à recoder
du côté de la tradition honorable et vénérable de la satire, la tradition perverse, parce que c'est une tradition perverse, de la blague. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de développer, entre autres choses, dans un des textes que j'ai fabriqué pour ce bouquin. Alors, merci beaucoup à tous les deux. On va prendre les questions maintenant. Je suppose que, voilà, vous en avez beaucoup. Moi, j'en ai pas mal à poser, mais je ne vais pas monopoliser. Donc, qui veut commencer avec une question? Oui. Oui, vous avez critiqué l'état d'urgence, mais si la gauche n'avait pas pris l'état d'urgence, ça favorisait le Front National. Alors, une question, Ça une favorise autre. encore plus. Donc, on va prendre 2-3 questions avant de répondre. Oui, qui voudrait... Alors moi je vais en poser une là, tout de suite. Vous n'avez pas là tellement soulevé quand vous parlez justement de cette manière d'instrumentaliser l'émotion, etc. Vous en parlez bien dans votre livre. On a quand même, plus que le sentiment, on a la preuve, là, à l'heure actuelle, que c'est aussi pas simplement une manière d'augmenter les mesures sécuritaires, tout ça, mais aussi de faire passer pas mal de mesures antisociales, de mesures qui, sur le plan économique, sont une régression pour les travailleurs, et y compris des choses qui sont directement favorables aux entreprises, qu'on avait peut-être dans les tiroirs, mais c'est une bonne occasion de les sortir. Je vais prendre un exemple. En ce moment, quand on écoute France Info, France Inter, etc., il y a un sujet qui revient très 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 fort, c'est le fait d'expliquer qu'il faut absolument que l'entreprise rentre dans l'école, parce que ces pauvres enfants sont complètement coupés du monde du travail, et donc c'est pas quelque chose de très très nouveau comme idée qu'on essaye de nous vendre, mais en ce moment on en profite à fond la caisse, et voilà les sondages des auditeurs qui disent que oui c'est une bonne idée, et plein d'autres choses de ce genre. Donc voilà, moi c'était un peu ma question, c'était est-ce que vous ne pensez pas que avec le coup de massue qu'on assène sur la tête des gens, est-ce qu'il n'y a pas en même temps, vous l'avez dit, hein, le programme de l'extrême droite, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi, pas simplement je dirais la démocratie dans le sens du droit à la parole, de liberté fondamentale, mais aussi toutes ces mesures sociales et économiques néolibérales et tout ce qu'on veut, qui sont en fait le cadeau qui est derrière tout ça. Oui, il y a une question. Je crois que pour derrière, si c'est juste au bout là-bas, ça serait bien que tu parles au micro. Alors, mets-le près de la bouche. Non, bah moi j'ai été sensible à une grande partie des choses que vous avez dites, aussi pour les avoir vécues et avoir essayé d'essayer de les penser. Je pense que c'est vraiment important, a fortiori dans un contexte où depuis déjà longtemps, puisque je pense que ce soit Charlie ou maintenant, c'est des situations de crise au sens où elles mettent à nu quelque chose qui soit était déjà existant, soit était plus ou moins caché par autre chose. Et moi, ce que je pense qu'il faudrait, ce que je m'attache en tout cas à faire autour de moi, c'est de rappeler que voilà, actuellement, la France, c'est une des capitales, et Paris par exemple, c'est une des capitales de la réaction, et que peut-être que précisément parce qu'on se gargarise de certains idéaux, de certains mots, etc., rappeler que l'usage et l'instrumentation qui en est fait aujourd'hui, c'est une instrumentation réactionnaire, c'est une nécessité. Mes questions, en fait, mes interrogations, elles sont doubles. Ce qui m'a frappé, c'est dans tout le discours qu'il y a raciste, islamophobe, hystérisé depuis maintenant assez longtemps,
c'est aussi vraiment le rapport qu'on a, que ça induit vis-à-vis de tout le monde. Enfin, moi, je suis une personne racitée, j'ai une barbe, j'ai été contrôlé 6 fois depuis le début de l'état d'urgence. J'étais à la manif à République, à la manif avec les migrants que j'ai soutenu cet été le 22. À la manif, j'ai vu la violence comme tout le monde des forces de l'ordre. Et j'ai vu aussi les réactions à cette violence-là qui étaient très bien, parce que je pense qu'au bout d'une semaine, on s'est rendu compte quand même que finalement, c'était pas nous qui avons été violents, c'était les forces de l'ordre. Et c'était pour faire j'en viens à ma première question, sur notre impuissance. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'une grosse partie de la gauche radicale avait découvert, par exemple, que les forces de l'ordre étaient violentes. Et la tristesse que ça engendrait chez moi, c'est que eux, ils se faisaient pas contrôler, ils se faisaient pas taper dessus, etc. parce qu'ils étaient blancs. Une grosse partie des militants de la gauche de gauche dans laquelle je suis, je ne m'en exclus pas. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que quand depuis longtemps on dit qu'il y a des violences policières, par exemple, et que la police elle tue plein de personnes, il aura fallu un état d'urgence pour matraquer tout le mouvement social dans son ensemble, pour que certains découvrent qu'il y a une violence policière. Et je voulais savoir j'aurais voulu que vous parliez, comme l'objectif c'est quand même de trouver des solutions et d'améliorer la solution, que vous disiez peut-être un mot sur selon vous, les conséquences de l'esprit Charlie sur les gens, dans leur diversité, qui sont censés lutter contre ça. Et l'autre exemple que j'aurais par rapport à ça, c'est le corps. Les débats autour des corps des gens qui se sont fait exploser. Il y en a une chercheuse qui travaille sur ces questions-là et qui a montré comment on essaie comment en France, contrairement aux États-Unis par exemple, pas aux États-Unis, en Angleterre, après les attentats de Londres, il y avait eu une discussion sur le fait qu'on pouvait enterrer, que c'était des homegrown terroristes, donc il fallait qu'on les enterre en Angleterre, alors qu'en France, on a essayé de refourguer les corps au Mali à l'Algérie. Finalement, ils ont été enterrés en France, mais que ça disait aussi quelque chose de l'humanité refusée à ces gens-là, même si c'est des criminels, même si c'est des tarés, même si c'est des cinglés, de leur refuser la... Je t'arrête, c'était une question pour celui que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça fait déjà... Voilà, c'est déjà plusieurs questions importantes. Est-ce qu'on peut faire un premier tour de réponse avant de prendre d'autres questions? Qui veut se lancer? Sur l'état d'urgence, ne pas le déclarer, ça serait faire le jeu de l'extrême droite. Ça doit juste simplement rappeler quelques éléments. Au lendemain des attentats de janvier, il n'y a pas eu d'état d'urgence déclaré. Et les moyens accordés à la police en ce genre de circonstances n'ont effectivement pas besoin d'un état d'urgence déclaré pour que cette même police et ces unités spécialisées puissent agir comme elles ont agi. Je rappelle que là aussi, il faut sans doute prendre du champ et comparer par rapport à ce qui a pu se passer dans un certain nombre de pays européens notamment. Attentat perpétré par Al-Qaïda, si ma mémoire ne me trahit pas, à Madrid, à la gare de Madrid, plusieurs centaines de morts, des milliers de blessés. Je n'ai pas à vous dire, et je n'ai pas les souvenances que l'état d'urgence était déclaré en Espagne, alors même que, comparativement à ce qui s'est passé à Paris, l'attentat était sans commune mesure, à la fois du point de vue de la préparation, du point de vue de ses conséquences, du point de vue du nombre de victimes, et donc du point de vue du traumatisme aussi de celles et ceux qui ont été affectés de près ou de loin. Attentat en Norvège perpétré par qui, vous savez, au nom de la défense de l'Occident chrétien et pour la défense des libertés et de notre identité et de leur identité nationale, perpétré contre des militants des jeunesses socialistes, 90 morts, fusillade de masse perpétrée par un seul homme. Je ne vais pas vous dire là non plus qu'il ait été établi un état d'urgence en Norvège.
Donc ceci pour dire que la réaction à l'attentat est d'abord avant tout non pas qui appelle de réarmement moral des États-Unis après le 11 septembre, c'est extraordinaire, Guantanamo j'y mets comme incarnation de ce réarmement moral, c'est formidable, si c'est ce qui nous guette, non merci. Le même donc Lord Stein disait que parler de trou noir et rappeler ceci, et hélas de ce point de vue-là l'histoire lui a terriblement donné raison, c'est que toute disposition d'exception votée à un moment donné, lorsqu'elles sont votées, lorsqu'elles sont inscrites dans une législation, lorsqu'elles sont placées sur les bibliothèques des politiques et des juristes, elles y restent et pratiquement aucun gouvernement n'ose jamais plus les abroger. Il ne tremble pas lorsqu'il s'agit de porter atteinte aux libertés démocratiques dans le cadre de l'état d'urgence. Par contre, il tremble comme des feuilles mortes lorsqu'il s'agit effectivement d'abroger les dispositions d'exception. Et ce qui nous guette avec l'état d'urgence, c'est évidemment cela. Quel est le socialiste aujourd'hui qui va prendre la responsabilité dans 3 mois à l'Assemblée nationale de dire on suspend l'état d'urgence? Aucun, vraisemblablement, et il y en aura d'autant moins pour demander la suspension de l'état d'urgence que le résultat des élections régionales aura été catastrophique et que va se pointer un événement pour lequel l'état d'urgence va coller parfaitement. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais ça a à voir néanmoins avec une sorte d'état d'exception qui n'est pas forcément déclaré, mais qui s'applique néanmoins. C'est évidemment l'Euro de football qui va débuter en juin 2016. Et où on va nous dire encore une fois que pour assurer le succès politique, commercial de ce glorieux événement, il faut évidemment recourir à l'état d'urgence. Et on ne va pas le suspendre avant la rentrée, puisque comme chacun sait, la rentrée en France est un très grand moment social, politique et symbolique. Et pour assurer la sûreté de nos têtes chères blondes et de nos chers étudiants, on ne va surtout pas lever l'état d'urgence. C'est exactement ce qui s'est passé en novembre 2005. L'état d'urgence a été prolongé au-delà des vacances de Noël, et ceux qui ont milité pour son prolongement disaient qu'il fallait effectivement profiter de cet état d'urgence pour éviter que des racailles des banlieues, entre guillemets, ne brûlent quelques voitures, etc., etc. Et d'ailleurs, dans les justifications qui sont aujourd'hui faites par un certain nombre de dirigeants socialistes et de préfets prétendument républicains qui défendent l'état d'urgence et qui parfois l'appliquent à tel point d'ailleurs que même le ministre de l'Intérieur est obligé de tirer un peu sur la laisse pour retenir ses dogues, ces préfets sont effectivement tout contents de l'existence de l'état d'urgence parce que ça permet de mener une lutte avec des moyens bien supérieurs contre la délinquance normale. Je rappelle que le couvre-feu a été décrété dans une petite ville de Bourgogne par un préfet au motif qu'il y avait eu quelques poubelles brûlées et quelques klaxons passés 21h. Donc on est bien effectivement dans l'absolue banalisation de ces phénomènes d'urgence. Et relativement à ce que vous avez dit, effectivement, rappelez quand même qu'avant que cet état d'urgence ne frappe aussi les citoyens blancs de ce pays, il y a effectivement eu des sortes d'états d'exception non déclarés qui frappaient les populations jeunes, notamment des quartiers populaires, qui globalement, en raison non pas d'un état d'urgence déclaré ou d'un état d'exception déclaré, mais en raison même des seules pratiques policières, se trouvent effectivement, de fait, et pas de droit, mais de fait, assignés quasiment à résidence. Et il se trouve que moi j'avais été, pour un hebdomadaire qui s'appelle Regard, faire très rapidement une enquête au Plan des Villes, un quart d'heure de Paris en RER, kilométriquement parlant, c'est un jet de pierre, socialement, policièrement et géographiquement, c'est à des années-lumière. Les lycéens auxquels on s'est adressé faisaient état de ceci effectivement, qu'en raison des pratiques policières, contrôle des papiers plusieurs fois par jour, alors même que les policiers, évidemment, connaissent leur nom, leur lieu de résidence, leur occupation ou leur absence d'occupation. Simplement pour effectivement leur rappeler que c'est leur quartier qu'ils doivent y rester, et lorsqu'ils ont le malheur de vouloir en sortir, c'est-à-dire de venir à Paris, et s'ils ont le malheur de le faire en groupe, en général, ils se heurtent, là aussi, là encore, à des contrôles policiers garde du Nord massifs, avec tutoiement de rigueur, fouille de rigueur, alors qu'ils n'ont commis strictement aucun délit. Donc effectivement, il y avait antérieurement une sorte d'état d'exception non déclaré et appliqué à une partie de la population, et plus encore aussi appliqué aux étrangers sans papier, qui eux se trouvaient de fait, là encore, placés une sorte de couvre-feu qui ne disait pas son nom, mais qui fonctionnait parfaitement à leur endroit, puisque ceux-là, immigrés mal nommés, sans papier, mal nommés clandestins, adoptaient effectivement tous les comportements d'hommes et de femmes soumis à un couvre-feu.
ne pas sortir la nuit ou restreindre le plus qu'il est possible ses déplacements passés 20 heures, éviter des lieux stratégiques de Paris, les Halles, République, Gare du Nord, à un certain nombre d'heures de la journée, parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a des opérations policières, qu'il y a des rafles. Ce que révèle l'état d'exception aujourd'hui déclaré, c'est que désormais, nous sommes potentiellement tous les victimes de celui-là. Merci. Juste un mot rapide sur l'état d'urgence et l'état d'exception. C'est pas du tout les mêmes mots, urgence et exception. Celui qu'on entend, c'est urgence, parce qu'il marche très bien, il agit directement sur la peau. On l'a dans la peau, celui-là. On entend urgence, on est aux urgences, il y a une ambulance pas très loin, il y a des stridences, ça fait mal. Et ça marche très bien, quelle aubaine ce mot, urgence. Exception, c'est très différent. Exception, on s'engage déjà à ce que ça soit exceptionnel, ça va pas durer, on respecte une espèce de pacte implicite, une date. Urgence, ça va durer, pourquoi l'arrêter? On est malade aux urgences directes. J'entends dans l'urgence à peu près la même stridence que dans cette voix terrible, Marine Le Pen, quand elle parle, c'est vraiment un couteau dans le dos. Il y a le même couteau dans le mot urgence, me semble-t-il. Déjà, il y a toutes les séries télé en plus. Il y a ça. Oui, c'est pareil, on nous bassine d'urgence. Merci pour la belle intervention sur les corps absents aussi, les décors et les images absentes. Et effectivement, alors est-ce que ça serait une possibilité de réclamer des images, avoir une transparence, ce mot terrible, mais qu'on peut retourner peut-être contre la fameuse... La transparence, est-ce qu'il y a moyen de réclamer des images? Que font les drones? Combien de victimes collatérales des drones? Et pourquoi, ça c'est que c'est pas Dieu qui avait posé la question, je crois, pourquoi aussi... Pourquoi ces règlements de compte? Pourquoi pas arrêter les victimes, mais plutôt de les exterminer, de les faire disparaître? Je veux dire, il y avait d'autres solutions. Quant à la Norvège, il me semblait que la réponse de la Norvège après les attentats, ça avait été au contraire plus de démocratie. C'était le parti pris opposé, me semble-t-il. On va reprendre des questions, il y en a une ici. C'est pas tout à fait une question, c'est parce que j'aimerais bien aussi qu'on précise qu'un état d'urgence est un état sans justice, puisque les perquisitions, etc., les arrestations se font sans autorisation du juge, alors que pour qu'on ait une autorisation du juge, mon Dieu, il se contente d'indices de présomption. Alors, c'est vraiment un état d'urgence, c'est un état sans justice. Et pour revenir aussi à ce que vous disiez de ce côté, on continue à voir dans tous les procès-verbaux, ça c'est quelque chose qui me traumatise un peu, quand on dit, bon, on a vu un gars de type maghrébin. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve sans arrêt, sans arrêt. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que le type maghrébin. Si on disait un autre type, peut-être que les foules se soulèveraient. Tous les jours, dans les procès-verbaux, vous avez de type maghrébin. De la même manière qu'avant la loi sur l'homosexualité, chaque fois que vous aviez un pédophile, ou un supposé pédophile qui était interrogé dans leur premier interrogatoire, on lui demandait toujours « est-ce que vous êtes homosexuel ?» C'est-à-dire il y avait toujours le parallèle entre l'homosexualité. Donc vous voyez, ce sont des choses qui se sont transmises pendant des années. Maintenant, évidemment, il y a un texte, ils doivent trembler, les policiers, jamais ils demanderont ça. Mais le type maghrébin, je voudrais que ça disparaisse. Oui. Alors j'ai entendu dire lors d'une conférence à Nanterre où il y avait des juristes et autres, des psychanalystes, enfin bref, des sociologues qui, qui s'interrogeaient sur cet état d'urgence, qu'en fait il y avait des possessions, un petit peu comme dans les régimes fascisants, on va dire, des possessions de l'autorité judiciaire, des juges, donc en faveur d'une autorité administrative. Voilà, donc si vous pouviez peut-être un peu développer ça, parce que je crois que c'est grave, ça justement, que ce soit plutôt les administrations qui reprennent. Alors ça se fait déjà pour les migrants, hein, je crois, mais là, ce serait tous les citoyens qui seraient touchés par cette dépossession de la justice au profit d'une administration un peu opaque. Ça rejoint la première question. S'il y a encore une autre question qu'on peut...
je trouve quand même que le bénéfice de tout ce qui se passe est de nous mettre des écarts et de nous faire rendre compte de l'énormité des choses. Parce que par exemple, le défilé à l'occasion de Charlie de tout le monde, où on a dit les gens défilent en raison de la liberté d'expression, en fait, 3 jours après ou quelques jours après, on a imposé des lois qui restreignaient, je dirais, les libertés. Donc moi, je me dis que pour des gens, au moins ça peut ouvrir les yeux des gens. Mais je trouve, je suis scandalisée de voir que finalement on ne bouge pas. Vous voyez, tous les jours se passent plus de restrictions dans nos libertés, etc. Et on vous dit, mais les Français le veulent. Je voudrais bien savoir quelles sont les enquêtes objectives faites auprès des Français qui disent qu'ils sont tous d'accord. Alors peut-être que vous avez des informations là-dessus. Oui, alors pour revenir aussi à cette question du un peu qu'est-ce qu'on fait et de la manière dont les gens sont assommés, c'est vrai qu'on peut finalement, y compris avoir des sondages, je dirais pas des sondages faussaires, mais des sondages où on obtient que les gens approuvent de la même manière que si on fait un sondage, il peut y avoir une majorité pour la peine de mort. Alors on va revenir à la peine de mort. Je veux dire que le problème c'est comment on arrive justement à faire que les gens finissent par dire ah ben oui ça va très très mal donc il faut qu'on me protège et il n'y a que l'État qui peut me protéger donc je lui accorde toutes les possibilités de le faire. Puisque c'est pour mon bien, c'est toujours la même chose. Vous n'avez rien à vous reprocher. Donc, alors pourquoi vous... bon, donc, la question, effectivement, que moi j'ai envie de poser, c'est par rapport à tous les gens qui aujourd'hui sont pas particulièrement des pleutres et qui n'osent pas bouger ou qui ne voient pas comment ils pourraient le faire et comment on peut se coordonner, comment on peut faire en sorte que la résistance dont tu as parlé, Olivier, cette nécessaire résistance, elle se mette en place. Parce que nous, on a vu qu'on était, bien entendu, très peu nombreux à braver les interdits de manifester, mais quand le 30 novembre à minuit, on nous a dit à la préfecture de police de Paris, bon, ça y est, on a levé l'interdiction et qu'on a tout de suite, du coup, demandé à pouvoir manifester à Saint-Michel, les gens autour de nous, on a beau leur dire que bon, ben ça y est, c'était levé le 30 novembre à minuit, il y en a beaucoup qui sont pas venus ou ont 5 fois, 6 fois demandé si vraiment c'était autorisé. Bon, et donc il y a quand même cette crainte et comment faire pour amener les gens à reprendre un peu du poil de la bête et à résister. Olivia. Oui, bonsoir. Excusez-moi. Je suis désolé, mais je suis embêté avec votre discours, le monsieur qui a les cheveux gris. Il y en a deux députés après l'autre. Celui qui est en train de parler. Voilà. Je suis désolé. Les circonstances et dans ce qu'elles sont, on peut s'autoriser de temps en temps. Non, je suis désolé, je suis arrivé en retard, et si je connais Alain Broussa, puisqu'il a été mon enseignant, les autres personnes je ne les connais pas, donc je regarde physiquement pour pouvoir désigner, tout simplement. Non, je suis embêté avec votre discours de vouloir t'expliquer que le pouvoir, il voulait dire aux gens de gauche que maintenant vous allez passer dans la seringue et puis ça c'est comme ça. Hein, grosso modo, c'est ce que vous dites hein, avec l'état d'urgence, avec l'état d'urgence, avec tout ça, c'est pour dire signifier aux gens de gauche que maintenant il va falloir marcher droit. Je suis embêté parce que je me dis, mais si je suis un homme politique, si je suis président, si je suis Premier ministre et compagnie, que j'ai déjà eu une première salve en janvier qui a pas mal troublé le pays, que j'ai donc fait tous les trucs symboliques qu'il fallait faire à ce moment-là, par exemple cette fameuse journée du dimanche, ou
tout le monde est descendu dans la rue. Moi, je ne voulais pas y aller parce que je n'avais pas envie d'aller promener avec des dictateurs. Et puis, je suis finalement allé une petite demi-heure parce que des amis y allaient, donc je suis allé avec eux, quoi. Et puis, ça m'a permis de voir l'immensité de la population. Ça m'a permis de voir ça. Effectivement, il y avait énormément de gens. Mais là, en novembre, le 13 novembre, quelles étaient les options du personnel politique à la direction, aux affaires, entre guillemets? Quelles étaient les options qu'ils pouvaient avoir pour éviter que le pays s'enflamme? Voilà, je ne sais pas, je pose la question parce que, bien sûr que je suis, comme vous, moi je suis ahuri devant l'état d'exception et compagnie, je suis ahuri. Mais est-ce qu'on pouvait imaginer, parce que j'étais devant la télévision moi ce soir-là, est-ce qu'on pouvait imaginer un président venir à la télévision et dire oh, bon, ben on va faire une marche. Bon, ben oui, c'est grave ce qui est arrivé, mais on va penser les plaies, on va... Voilà. Est-ce que politiquement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une équipe, oui, je finis, une équipe qui est à peine à 20% comment on appelle ça, d'agrément, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de la population qui est plutôt énervée contre cette équipe. Donc, si elle ne veut pas se faire déménager dans la foulée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà. Il est peut-être un peu énervé aussi à cause du chômage et des lois Macron. Il faudrait faire une première série de réponses et après on reprend la parole. Une personne ici, l'autre là, trois. Beaucoup de questions. Non, brièvement, vraiment la question à ne pas se poser pour les gens de notre condition, j'imagine collectivement pour ceux qui sont ici, c'est de dire qu'est-ce qu'on aurait fait si on était à la place des autres. Ça, c'est vraiment pas notre problème. Parce que précisément, nous ne sommes pas à leur place. Et nous, notre boulot, c'est pas de mettre des sparadraps sur les états de crise, c'est d'essayer de penser les situations. Bon, donc, la question, c'est comment en est-on arrivé là? C'est ça la question. Comment en est-on arrivé là? D'où viennent ces attentats? D'où ça vient, ça? Vous savez, tout ce discours hébété, littéralement hébété, consistant à dire « mais c'est la guerre », mais d'où ils sortent ceux-là, ils nous font la guerre. Bon, déjà, pensez ça. Pensez ces énoncés-là. Premièrement, c'est pas la guerre. La guerre, c'est là-bas. La guerre, c'est la guerre aérienne. C'est la guerre, c'est-à-dire c'est la guerre qu'on leur fait. Il y a quand même une chose qu'il faut se rappeler, c'est que ce qui a changé dans l'histoire du XXe siècle, l'échelle des pertes parmi les populations civiles, c'est l'invention de la guerre aérienne. Ça, c'est pas des terroristes qui ont inventé ça, c'est les États. C'est les États les plus modernes et généralement, pour une bonne part, des États démocratiques. Hein? Et ce que l'on fait donc là-bas s'inscrit dans cette tradition-là. Non seulement il n'y a pas de guerre humanitaire en général, ça n'existe pas, mais il n'y a surtout pas de guerre humanitaire par les bombardements aériens. Ça n'existe pas. Bon, et là, il y a quand même le contre-champ, il doit déjà être là. Et contrairement à ce qu'on dit, nombre d'experts couchés au lendemain des attentats, il y avait bel et bien un rapport étroit entre ce qui s'est passé au Stade de France au Bataclan et ce que nous faisons là-bas, ou plutôt ce qui se fait en notre nom par les moyens de la guerre aérienne là-bas. Hein? Bon, donc recommencer à penser ça. Le problème, si vous voulez, on voit un aspect, une dimension du problème, c'est que dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, la grande majorité de la population n'a plus aucune espèce d'intuition de ce que c'est qu'être en guerre pour une population. Pourquoi? Parce que pour avoir une intuition de ça, soit il faut avoir traversé d'autres situations dans d'autres continents, pays, etc., soit il faut avoir plus de 80 ans. Hein? Et donc,
savoir que pour une population, être vraiment en guerre, ça veut dire quoi? C'est se demander si la prochaine bombe elle va tomber sur mon immeuble ou sur celui d'à côté. Et deuxièmement, se demander à quel moment je vais partir avec mon sac à dos et rien d'autre. C'est ça, la guerre pour une population. Et nous, c'est pas ça. Éventuellement, pour les gens, les populations à Raqqa et dans d'autres villes que nous bombardons, oui, mais pas nous. On n'est pas en guerre, de ce point de vue-là. Et, pour enchaîner là-dessus, le traumatisme. Nous sommes tous traumatisés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes tous traumatisés parce que nous sommes devenus ce peuple hyper fragile qui, justement, s'est éloigné de toutes ces conditions-là et qui n'a plus aucune espèce d'idée, de capacité d'éprouver en se mettant à la place des autres qui, eux, effectivement, sont plongés dans des situations où ils éprouvent des pertes telles que ils connaissent une chose qu'Hannah Arendt appelle l'état de désolation. Mais nous sommes dans un monde humanitaire. Bon, la seule chose que peuvent faire des gens comme Daesh, c'est des saignées ponctuelles qui touchent une fraction très petite de la population. Nous avons 1000 fois plus de chances de mourir d'un cancer, d'un accident de voiture, de je ne sais pas quoi encore, que d'un attentat terroriste. Mais comme nous sommes un peuple immunitaire, c'est-à-dire habitué à vivre dans des enveloppes multiples qui protègent nos conditions d'existence, alors nous avons une hypersensibilité à ce type de, disons, ponction ou saignée, qui fait que nous commençons à vivre dans des fantasmagories de l'exposition, des dangers, de ceci, cela, etc., et qui altèrent profondément notre capacité de penser les événements. Et naturellement, les gouvernants en profitent. Ils en profitent parce que eux, leur jeu c'est quoi? C'est de répartir à vos populations l'émotion, la sidération, le deuil interminable. Donc vous allez poser les fleurs, n'est-ce pas? Là où il faut les poser, là où on vous a indiqué qu'il fallait les poser. Si vous regardez la télé, vous savez très bien où vous devez aller poser les fleurs. Et pour le reste, nous, les sous-titres, c'est-à-dire les explications en kit, on s'en charge. On vous donne ça. La télé, ça sert à ça. La radio, ça sert à ça. Vous avez cette répartition. Donc entre la population éplorée, elle continue à être éplorée, elle est dans le pur sentiment, l'affect, la sensibilité, et nous, on vous explique les trucs, et comme ça, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on va pouvoir vous gouverner à l'état d'urgence. Juste un dernier truc là-dessus. Bon, il y a une matrice derrière tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que cette matrice, elle ne peut pas se dire. Donc on bidouille des dispositifs institutionnels. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nommer la matrice. La matrice, elle a un nom, ça s'appelle la dictature. Et c'est un nom, je vais peut-être vous choquer en disant ça, c'est un nom honorable. Dictature est un mot honorable. Vous avez un livre de référence là-dessus, évidemment, son auteur n'est pas très fréquentable, c'est Carl Schmitt. Il écrit un livre qui dit l'essentiel là-dessus. Mais je veux dire, il y a une rationalité. Un pays, un État, se trouve exposé à un danger vital, imminent, qui est là. Donc, on décide, l'autorité décide de suspendre le fonctionnement habituel, c'est-à-dire les institutions démocratiques, l'état de droit, etc., et de gouverner pendant une période qui est la période qui est forcément limitée, qui est celle de cette suspension, par des moyens d'exception. Exception. Là, c'est pas l'urgence, c'est l'exception. Bon, ça c'est une rationalité. Alors, après on discute, on dit, il peut y avoir toujours des abus, naturellement, mais ce genre de situation peut bel et bien se présenter. La preuve, c'est que c'est les Romains qui l'ont inventé, et qui, eux, avaient effectivement souvent affaire, quand il y avait des déferlements de barbares qui se rapprochaient un peu trop de Rome, à ce type, on suspend, on nomme un dictateur, évidemment, ce dictateur, il n'est pas fait pour durer. Et c'est ça, justement, la différence avec ce dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce truc qui est pour s'éterniser, c'est qu'on sait très bien que ça, c'est le temps du danger imminent. Bon, ça c'est rationnel, on en discute, ça se défend, et là, comme on ne peut pas dire qu'on suspend,
C'est-à-dire qu'on veut entretenir l'illusion que la démocratie continue, l'état de droit continue. Alors, il y a juste ces petits trucs, quoi. L'état d'urgence, d'accord. Bon, mais voilà. On va jouer sur cette ambiguïté. On ne va pas faire front. Pourquoi? Parce que, évidemment, on ne veut pas qu'une discussion s'engage sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Voilà, tout simplement. Si je comprends bien, vous donnez peur à la France de mener la guerre à Daesh. Si vous êtes compris votre discours. La France est responsable de mener la guerre à Daesh. Si j'ai compris votre discours. Je suis absolument contre ces bombardements aériens, je suis absolument contre cette politique néocoloniale, que ça soit en Syrie, que ça soit au Mali, que ça soit en Afghanistan, je suis totalement contre ça, je suis totalement contre ces présomptions néocoloniales, de ces pseudo-démocraties qui exportent leurs valeurs universelles avec les bombes et les drones. Je suis totalement contre ça, absolument. Donc vous êtes solidaire de Daesh en quelque sorte. Vous regardez trop la télé. Alors, d'abord, la question et ensuite jusque là. Moi, ça sera absolument très court et rapide. Je voulais simplement dire une chose. Premièrement, tu as fait allusion tout à l'heure, Olivier, aux attentats de Madrid, où il y avait effectivement plus de 300 personnes qui ont été tuées, plus les blessés, etc. Ce qui est assez remarquable, et peut-être le lien qu'on peut faire avec ici, c'est que les auteurs présumés de ces crimes, de ces attentats, ont tous été liquidés aussi. Pas eu de... Personne n'a été interrogé, on ne cherche pas à comprendre ni pourquoi ni comment. Ils sont liquidés tout bêtement. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, je crois que si on reste effectivement dans la sidération, il n'y a rien à comprendre. Tout ce qui est fait, que ce soit à la radio et surtout à la télévision, c'est ne pensez pas. Alors, vous priez, vous déposez des fleurs, et puis vous avez la trouille, et puis c'est tout. Parce que faire les marchés de Noël quand voilà. même. Ah ben non, attends, là c'est les fêtes, c'est les fêtes. Non, mais attends, mais c'est le business, faut pas toucher ça. Non, mais là, c'est vraiment, c'est très fort. Moi, je peux vous dire, pour avoir travaillé à Radio France, c'est que après le 13 novembre, j'y suis allée, et oh, étonnement, sur toutes les fenêtres de l'étage de la direction, il y avait à nouveau, vous savez, le petit panneau de la grand-messe « Je suis Charlie » qui avait été collé côté rue pour que tout le monde le voit. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est limite indécent. Moi, j'aimerais aussi revenir sur le problème de l'un, parce qu'on nous présente absolument toutes les réactions des Français et des Françaises, comme on est tous ensemble, on a tous peur, on est tous sidérés, on est tous contre la barbarie. Et voilà. Et ça marche très bien, ce phénomène-là, ce concept, et on nous le rabâche tous les jours. Je voudrais dire au monsieur qui parle de Daesh, c'est que quand on bombarde les gens de Daesh, il y a des gosses, il y a des femmes, il y a beaucoup de civils là-bas, qui ne peuvent pas partir. Et d'ailleurs, quand ils partent, vous voyez comment ils sont accueillis ici, ici et ailleurs. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est pas juste des gens qui sont... je vais dire allumés du bocal et qui pensent, je ne sais pas au nom de quelle religion, etc. De religion qui n'a aucun rapport avec l'islam. Mais là-bas, il y a des civils, il y a des paysans qui sont encore dans tous ces endroits-là, dans tout ce territoire-là. Pour y avoir été, je peux vous dire que c'est vraiment des gens qui cultivent la terre, qui déjà c'était pas facile pour eux, maintenant ils se prennent des bombes sur la gueule sous prétexte que voilà, Daesh est à côté. Et en plus de ça, ils sont rackettés par Daesh. Alors il faudrait arrêter de mettre tout le monde dans le même panier, je crois. Alors là, une question. Oui, bonsoir. Justement, au soir du 13 novembre, ce que Hollande pouvait dire, en 2003, plus de 80% du peuple français était contre la guerre qu'allaient mener les États-Unis et l'Angleterre. Nous avons appris après, ensuite, qu'ils avaient menti. Il y a eu 8 ans d'occupation. Je peux comprendre, et vous pouvez comprendre, qu'il y a là-bas au Moyen-Orient des millions de gens désespérés, la crise économique, des militaires désœuvrés. Nous pouvons comprendre que se forment des groupes pour lutter contre ceci. Et nous devons reconnaître aussi que nous, Français, avons été manipulés par les services turcs et les services qataris et les séoudiens pour avoir des opérations, de soutenir des opérations de rébellion armée en Syrie. Nous devons nous excuser de cela, nous devons le comprendre.
je vais appeler en justice la justice internationale et un mandat d'arrêt international pour arrêter M. Bush, Claire Hunsfeld et d'autres. Et nous allons couper les relations diplomatiques jusqu'à qu'ils payent des compensations, qu'ils promettent et mettent en place des compensations pour les victimes. Si Hollande avait dit ça, il y aurait eu 80% de vote pour le Parti Socialiste. Oui, moi je voudrais évoquer quelques questions un peu parallèles par rapport à l'état d'urgence d'aujourd'hui et celle de 55. Celle de l'époque, elle s'exerçait en Algérie, évidemment, contre toute la population algérienne, ça c'est sûr, pas contre les colons, ni contre l'armée qui était présente là-bas, et ici elle s'exerçait contre l'immigration algérienne. Et vous vous rappelez tous de ce que ça a donné 17 octobre 61, où la population d'immigrés algériens qui disaient on en a marre d'être soumis au couvre-feu, et pour cela ils sont descendus pour manifester à Paris, et on les a jetés pas mal dans la Seine. On estime à 200 personnes à peu près qui avaient disparu ce soir-là. Ensuite, le PC lui-même, il avait payé de 9 ou 10 personnes, je crois que c'était au mois de février 62, c'était juste 6 mois après même pas, à Charonne. Et moi j'aimerais bien poser la question j'étais trop jeune à l'époque, j'étais en Algérie, je ne savais pas ce qui se passait ici, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passait effectivement au niveau du mouvement social en France pendant cette période de l'état d'urgence à Paris et en province. Est-ce qu'il y avait des grèves? Est-ce qu'il y avait des manifestations du 1er mai, ne serait-ce que ça? Ou rien du tout? Alors qu'en Algérie, ça on sait qu'il n'y en avait pas. On leur a imposé une grève en 57 pour les 8 heures en Algérie, appelée par les GTA, et Israël s'était obligé de l'accepter parce que c'était pas une manif, c'était rester chez soi et on ferme les boutiques. Une autre question, un peu par rapport à Charlie de janvier et la dernière, le 13 novembre. Vous vous souvenez, moi non plus je ne suis pas allé, moi mon syndicat avait appelé, ils étaient arrêtés, enfin ils sont tous allés, et je lui ai dit, moi je n'irai pas. Ce qu'ils ont trouvé un peu pour dire à l'époque, ne serait-ce que ça, c'est que la police a été applaudie par la population, et ça on n'a pas fini de l'entendre à longueur de mois, et les jeunes dans les écoles, les enfants qui n'avaient pas observé la minute de silence. Vous avez entendu ce qu'on leur a déversé contre eux. Ce qui n'a pas été du tout le cas récemment, enfin 13 novembre. Tout le problème de la police, bon, on l'a vu avec l'état d'urgence et les violences qu'ils ont déchaînées, donc tout le bénéfice qu'ils ont gagné, c'est perdu. Et ils n'ont pas trop parlé justement de la minute de silence. Et je sais que ce jour-là, j'étais dans un syndicat qui avait appelé justement au 13 janvier et que ce jour-là, ils n'ont même pas observé la minute de silence. Bon. Et je voulais juste vous dire un peu un mot par rapport aux familles qui ont boycotté la cérémonie aux Invalides, je crois, auprès de Hollande, en disant on n'y va pas parce que vous ne méritez pas qu'on vienne, vous n'avez pas protégé nos enfants. Rappelez-vous ça. Et pour terminer juste sur la question de Daesh et de la guerre, je pense qu'il y avait deux choses, je parle trop fort, c'est ça? Excusez-moi. Je pense qu'il y avait deux choses, enfin une chose primordiale, c'est qu'ils avaient quelque chose en travers de la gorge et qu'ils ne pouvaient pas avouer de dire que Daesh c'était eux qui l'ont financé, qui l'ont armé, qu'ils avaient même intervenir en Syrie, et qu'aujourd'hui c'est lui qui leur tape dessus, premièrement. Deuxièmement, ils ont aussi du mal à dire que maintenant on n'exige plus que Bachar soit la cause du départ avant toute transition. Ils ont mis, je ne sais pas combien, peut-être 15 jours, 3 semaines pour essayer de passer d'un truc à l'autre pour que Fabrice dise Bachar n'est plus un obstacle. Rappelez-vous un peu ce passage. Et donc, comment dire justement à la population, comme dit le camarade à côté, qui dit si on avait dit la vérité. Rappelez-vous qu'il y avait quand même l'intervention en Libye. Cet appel à l'intervention syrienne qui n'a pas eu lieu.
Et cette histoire de la guerre, après, quand la situation a tourné avec Daesh, depuis, on va dire, depuis mai, juin 2014, depuis qu'ils ont massacré les chrétiens, les yazidis, tout ça, et qu'on a compris que Daesh, c'était plus ce qu'ils espéraient faire, mais c'était une boucherie. Je pense qu'il y avait plusieurs façons de dire qu'on arrête la guerre, même la guerre aérienne, et que Daesh, on pouvait le bloquer, on pouvait lui couper les voies de passage comme l'utiliser pour la vente des pétroles, etc., etc. Donc, comme ils auraient dû normalement, comme ils avaient promis de le faire pour la Libye, en disant qu'on va faire un barrage aérien en couloir pour éviter le bombardement de Benghazi. Le nez leur donna le truc, ils sont allés, et puis après c'était autre chose. Alors que pour combattre Daesh, je pense qu'ils avaient beaucoup plus de moyens sans bombarder les populations et de faire un blocage sur Daesh, que Daesh était armé par eux, était financé par eux, et on pouvait l'arrêter de cette façon-là. Bon, est-ce qu'on peut aussi revenir un petit peu à la question du qu'est-ce qu'on fait? Quand on pose la question qu'est-ce qu'on fait, comment, enfin, il faut se demander qui est ce on d'abord. Parce que, parce que ceux qui sont là, oui, mais je pense que malheureusement, pour revenir au problème de l'unité, de l'union, cette réalité massive, enfin c'est ce regroupement derrière les mots d'ordre de l'État, il est massif et il est réel, et il faut se demander si le on veut vraiment faire quelque chose. Je pense que ce que montrent tous les discours qui circulent, qui ont circulé aussi bien au lendemain le 11 janvier, au lendemain des derniers attentats, c'est que la grande majorité de ce qu'on peut appeler le public ou la population est amplement satisfaite de la condition qui lui est faite. Moi, je parlais des résistants. Oui. Des résistants. Ouais, mais comment... Alors... je pense que comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, réenclencher le politique, c'est réinstiller de la division, réinstiller réaffirmer en quoi la situation que nous vivons est invivable, en quoi elle est invivable, pas seulement parce qu'on est menacé par les terroristes, mais c'est pas ça le problème, c'est tout ce qu'il y a dans l'ordinaire des jours, justement, les problèmes économiques, les problèmes, le racisme structurel, le racisme d'État, etc. Et renouer peut-être avec un discours, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des discours qui sont devenus impossibles, des discours d'opposition, des discours qui peuvent aller jusqu'à l'invective, et qui sont devenus impossibles. Je vous ai appelé, parce que moi c'est ma petite marotte, toujours recueillir un petit peu les discours, mais j'ai trouvé par hasard une lettre ouverte écrite par les surréalistes en 1925, une lettre adressée à Paul Claudel, qui était diplomate au Japon, qui était une sorte d'édile de représentants de l'État français, et ils disent des choses qui aujourd'hui seraient passibles de l'assignation à résidence, et pourtant ces surréalistes-là, ils sont étudiés dans le programme dans ce temple de la laïcité, des valeurs républicaines, qui est l'école quand même. Donc c'est quand même ça. Pour ceux qui sont fiers de la France, ils pourraient peut-être relire un petit peu ce tract surréaliste. Si vous permettez, je vous en lis juste un passage. Peu nous importe la création. Nous souhaitons de toutes nos forces que les révolutions, les guerres et les insurrections coloniales viennent anéantir cette civilisation occidentale dont vous défendez jusqu'en Orient la vermine, et nous appelons cette destruction comme l'état de choses le moins inacceptable pour l'esprit. Nous saisissons cette occasion pour nous désolidariser publiquement de tout ce qui est français,
en parole et en action. Nous déclarons trouver la trahison et tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut nuire à la sûreté de l'État, beaucoup plus conciliable avec la poésie que la vente de grosses quantités de lard pour le compte d'une nation de porcs et de chiens. Donc déjà, si on pouvait renouer avec ce type de discours, et puis juste un petit rappel, c'est un énoncé surréaliste qui est très connu, hein, mais c'est bizarre, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait commenter aux élèves de seconde ou de première. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Qui n'a pas eu, au moins une fois, envie d'en finir de la sorte avec le petit système d'avilissement et de crétinisation en vigueur, à sa place toute marquée dans cette foule, ventre à hauteur de canon? Voilà, peut-être que... Voilà, ça donne... Peut-être pour enclencher un petit peu la résistance. Alors, Alain, tu m'as dit, je ne suis pas désespéré. Alors, je t'écoute. Alors, ce que je trouve le plus exaspérant dans la situation actuelle, c'est la façon dont se développe cette propension à se retrait dans la déploration et dans ces sentiments passifs, avec donc l'apparition de la floraison d'énoncés du genre j'ai terriblement peur, j'ai entendu ça, c'est une citation, hein, j'ai entendu ça récemment dans la bouche d'une personne très active dans les milieux de la culture. J'ai terriblement peur parce que quand Marine va arriver aux affaires, on en aura pour 30 ans. Ah, évidemment, si vous partez sur un énoncé comme celui-là, en termes d'action, vous n'irez pas loin. Vous avez compris. Donc, là encore, il faut repartir de la pensée. Il faut restituer de la pensée. Donc, il faut raisonner. Je veux dire, c'est là que la pensée critique, c'est quand même toujours le point qui permet de redémarrer, de se relancer. Que va nous dire une position critique, par exemple, aujourd'hui? Elle va nous dire, bon, vu ce qui se dessine, par exemple, le Front National va conquérir une ou deux régions, peut-être, ou peut-être pas, mais c'est pas ça qui est essentiel. Mais disons, bon, ils vont conquérir, ils seront aux affaires dans une région. Ça veut dire, par exemple, que l'administration, donc sous la coupe du Front National, va beaucoup se mêler du système scolaire. Parce que les régions ont à voir, pas sur les contenus pédagogiques directement, mais sur tout ce qui est l'organisation de l'enseignement, les sorties, les trucs, les machins, les financements, les programmes annexes, etc., etc. Donc, bien sûr, comme ils seront pleins de zèle, ils vont commencer à se mêler, à faire leurs suggestions, leurs propositions, à mettre les enseignants sous pression, etc., etc. Comme le dirait donc Cédric, ça va créer, on peut espérer que ça va créer un peu d'adversité. Le milieu enseignant, pour moi, le milieu de l'enseignement primaire et secondaire notamment, a été en dessous de tout après l'affaire de janvier. Je veux dire, ils se sont couchés, et les syndicats notamment, quand vous avez des directeurs d'école, des enseignants qui dénoncent des gamins, etc., et qui vont se retrouver ensuite convoqués au commissariat, et que les syndicats ne mouftent pas, c'est scandaleux, c'est dégoûtant. Bon. Mais là, peut-être, comme on va s'en prendre à eux, et qu'ils vont pas aimer, qu'un député bleu marine, enfin, pas un député, qu'un je sais pas quoi,